voisin Kafka. Alain Warraud, d'où vous est venue cette idée du titre? Le titre est venu progressivement. C'était d'abord le monologue du voisin, et puis est venu se rajouter finalement, en fin de compte, Kafka, qui est présent quelque part dans le livre, présent dans les souvenirs aussi. Le monologue, c'est pour définir le genre du livre. Et Kafka, c'est pour l'ambiance. Dans ce monologue du voisin Kafka, il y a un château. Quel est le rôle de ce château? Alors le château, c'est un symbole en fait. C'est le symbole des réseaux sociaux comme métaphore du monde. Est-ce qu'on est attiré par les lumières et les bruits du château? Non, le château est d'abord plutôt mystérieux. Oui. On est plutôt attiré, enfin pour moi le personnage de l'histoire est attiré par le mystère du château, pas par les bruits, parce que les bruits viennent de l'extérieur. D'ailleurs, quand il rentre pour la première fois dans le château, il est saisi par ce qui lui paraît être très silencieux. En fait, c'est très silencieux parce qu'il est nouveau venu. Il est habitué à d'autres bruits, les bruits de l'extérieur, et il ne sait pas encore percevoir ce qui se passe à l'intérieur. Et les gens qui sont à l'intérieur du château sont là, en fin de compte, en observation de ce nouveau venu. Est-ce qu'il perçoit une forme de cacophonie tout de suite, ou bien ces bruits lui semblent bienveillants au début? Non, ces bruits ne lui semblent ni bienveillants ni malveillants. Et c'est comme quelqu'un qui découvre le son petit à petit, quelqu'un qui découvre la lumière petit à petit, parce qu'il quelqu'un qui sort de la pénombre et qui tout d'un coup voit les objets qu'il y a autour de lui. Donc ce n'est ni bienveillant ni malveillant. La découverte se fait par la suite, au fur et à mesure qu'il avance dans la connaissance de ce qui se passe au château, des personnes qui vivent au château, des relations qui se nouent à l'intérieur du château. C'est à ce moment-là que la connaissance des choses et des êtres se fait. Dans cette métaphore, il y a quand même une intégration à un groupe, puisque on s'intègre aux groupes qui sont présents. C'est un peu comme dans le monde réel. Donc, qui se ressemblent, s'assemblent aussi. Qu'est-ce que l'intégration dans un groupe? C'est-à-dire que l'intégration, c'est une façon d'exister, en fait. On s'intègre. Pourquoi? C'est pour pouvoir exister. Mais il y a un paradoxe là-dedans, c'est que dans l'intégration, on est souvent amené à perdre une partie de soi-même, à quitter une partie de soi-même, parce qu'elle n'est pas intégrable, justement, Oui. avec tout le reste. Et c'est paradoxal. Pour pouvoir s'intégrer, il faut se perdre quelque part. Et c'est une partie du drame qui se noue dans cette nouvelle. J'ai l'impression que votre personnage comprend qu'il est éternellement seul. Je veux dire, non pas cette solitude où on est coupé du monde, pas du tout. Mais c'est comme quand on rentre dans un groupe, on vous fait de la place, on est quelque part un peu bienveillant. Mais il y a une immense solitude. Tous les personnages de ce château sont dans une solitude. Pourquoi? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et, probablement parce que chacun court pour lui-même. Chacun cherche à se faire entendre, à se faire reconnaître. Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on n'y arrive pas? C'est assez très très difficile. La solitude est une part, à mon avis, éternelle de la condition humaine. Il y a une grande difficulté à pouvoir communiquer réellement avec son voisin, avec ces personnes qui sont proches de nous. Quand je dis communiquer, bien sûr, c'est communiquer la part essentielle de soi qui nous est non seulement essentielle, mais qui est unique. Et du fait de cette unicité, justement, la communication est impossible. Comment reconnaître quelque chose
qu'on n'a jamais vécu, ressenti soi-même. Donc, ce monologue, c'est un peu une, une incommunicabilité. Oui, bien sûr, tout au long, il y a l'incommunicabilité. Alors, il y a l'incommunicabilité parce que aussi elle est volontaire, parce qu'on ne veut pas entendre le discours de l'autre, parce que le discours de l'autre est un danger pour sa propre réussite, euh, pour sa propre avancée. On aime que les autres nous entendent. Euh, et puis, cette incommunicabilité qui est pour moi un thème récurrent et qui là aussi fait partie de la condition humaine. Quand est-ce qu'on commence à désenchanter? Ah, on commence à désenchanter, peut-être quand on se rend compte de tout cela. Parce que je vois dans votre livre qu'il y a quand même des tentatives de reprendre quand même l'enchantement. Ça ne marche pas. Oui, c'est-à-dire ce ne sont pas vraiment des tentatives pour reprendre l'enchantement, c'est presque comme une addiction sur laquelle on revient. Oui. Euh, parce, Soit parce qu'on ne peut pas faire autrement, soit parce qu'on pense ne pas pouvoir faire autrement. Et le désenchantement, évidemment, il vient de cette différence qu'il y a entre ce sentiment d'obligation à revenir et ce sentiment de liberté, ce sentiment de personnalité retrouvée qu'on peut avoir en dehors du château, justement. Il y a une ombre qui accompagne en permanence votre personnage. Alors, cette ombre est tantôt derrière, tantôt devant, jamais à côté. Quelle est la métaphore de l'ombre? Ah, ben, l'ombre, c'est cette dualité qui est à l'intérieur de toute personne, cette dualité c'est dans l'envie qu'on a de vouloir communiquer et cette impossibilité à justement communiquer. La dualité se situe à ce niveau-là. Il y a tout un paradoxe dans cette histoire, c'est qu'on entre libre dans ce château, par curiosité ou à dessein, pour en définitive créer sa propre prison et en perdre la clé. C'est ce qui est arrivé. Oui, parce on s'enferme dans cette illusion qu'il y a dans le rapport avec l'autre, cette illusion où on pourrait trouver sa propre réalité. Et sa propre réalité, je crois qu'on ne la trouve pas de cette façon-là, justement. Il y a cette impossibilité. Est-ce que sur, comment vous appelleriez ça nouvelle, essai, Oui, récit? pour moi, c'est la forme d'une nouvelle. Bon, je prends au terme, au sens littéraire. Oui. Peut-être aussi une sorte de conte qui raconte une histoire, qui a un rythme, qui a une vie, qui a un tracé, et qui bien sûr pose beaucoup de questions et qui ne se contente pas de raconter une histoire rien que pour l'histoire. L'histoire permet de porter les questions. Mais après, l'histoire se joue uniquement entre le personnage et son ombre. À la fin, l'histoire se joue effectivement uniquement entre le personnage et son ombre. Euh, il s'agit pour le personnage de gagner sa liberté, de gagner son libre arbitre, de gagner sa vérité à lui. À un moment donné, il dit il s'agit de la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'on peut se débarrasser de son ombre? Je ne crois pas. On s'en débarrasse, mais justement, on garde toujours le souvenir de cette ombre, même une fois disparue, et on la porte comme un poids. Donc ce monologue du voisin Kafka, c'est être allé vers une rencontre qui, au fond, s'est faite sans se faire, elle ne s'est pas faite, mais par contre, le personnage a rencontré son ombre. C'est
à la fois beau, lumineux et cruel. Oui, le personnage a rencontré sa vérité. Si vous deviez, pour terminer, dire une phrase ou un mot pour dire au lecteur pourquoi vous avez écrit ce livre. Ce livre est venu bizarrement. Il est venu au départ presque comme une improvisation, et petit à petit, le chemin faisant, cette improvisation est devenue comme une confession, comme quelque chose qu'on dirait peut-être sur le divan d'un psychanalyste ou d'un psychologue, je n'en sais pas. C'est devenu comme une sorte d'acte libératoire. Et vous êtes aujourd'hui dans cette libération, entre guillemets, maintenant que le livre est paru. Oui, mais oui, il y a une grande libération. Il y a une libération à avoir dit les choses sans même peut-être au départ présager de l'endroit où cela mènerait. Un petit peu comme quand je dis dans le livre, c'est comme la course enfantine qui ne choisit pas son point d'arrivée. En voulant aller vers quelque chose de solaire, de lumineux, vous vous êtes trouvé confronté à une vérité qui est celle de l'autre, pour finir confronté à vous-même. C'est extraordinaire. Oui, mais je crois que je crois pour moi que c'est fondamentalement comme ça que les choses se passent. On a besoin de l'autre pour exister. On a besoin de l'autre qui nous renvoie un écho de nous-mêmes. Est-ce qu'on arrive pour autant à communiquer avec l'autre? C'est toute une autre histoire. C'est une lucidité terrible. Oui, mais une fois qu'on Vous l'a, l'assumez. une fois qu'on l'a, une fois qu'on l'a décortiqué, une fois qu'on l'a analysé, une fois qu'on l'a comprise, je crois qu'on peut l'assumer totalement. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle simplement que le monologue du voisin Kafka est aux éditions Jacques Flamand. Merci Alain Waro. Merci à vous.